Mesdames et messieurs, bienvenue à ce grand numéro de notre magazine Grande Interview. Et pour ce jour, Grande Interview a fait un déplacement de Brazzaville pour rencontrer Monsieur Pierre Oba. Mais avant d'en arriver là, cette émission sera co-présentée avec Coco Ngobé, qui est journaliste mais également éditrice du magazine Commerce Actu, qui est un mensuel apparaissant dans plusieurs pays africains. Bonjour Coco Ngobé. Bonjour Nathalie Kabour. Comme nous l'avions dit dans notre annonce, nous sommes ici à Brazzaville pour rencontrer Monsieur Pierre Oba. Il est ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie. Il est également auteur de plusieurs ouvrages. Nous saluons Monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur le ministre d'État, nous allons commencer par d'abord parler et comprendre sur votre ouvrage intitulé « Le protocole de Brazzaville ». Mais ce terme, ou ce terme invocateur, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le protocole de Brazzaville est l'aboutissement d'un travail de longue haleine, mené méthodiquement par le président Denis Sassou Nguesso, dans un travail qu'il a battu par rapport à ses convictions et à ses engagements politiques. Et là, précisément, il s'agit de la lutte pour l'éradication totale de l'apartheid, de la politique d'apartheid en Afrique du Sud, en Afrique australe. Et donc, plusieurs négociations ont eu lieu, ont commencé un peu partout à Londres, au Caire, un peu partout dans le monde. Et puis, il y a eu une phase importante qui s'est déroulée ici à Brazzaville, mais dans le strict secret. Voilà pourquoi on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est des choses qui ne se sont pas déroulées au grand jour comme ça, qui se sont déroulées pendant assez longtemps, pendant au moins 4 ans, dans un secret absolu. Et c'est seulement vers la fin que c'est arrivé en surface. Donc le protocole de Brazzaville, c'est l'aboutissement de ce travail-là, pour lequel le président m'avait responsabilisé, moi, à cette époque-là, pour mener ce travail. Et nous avons travaillé d'arrache-pied dans le secret, parce que c'était une époque où personne ne pouvait soupçonner qu'un Congolais du niveau où nous étions pouvait se rendre en Afrique du Sud. Donc c'est ça qui a entouré toute cette affaire-là de beaucoup de secrets. Parce que nous, on combattait d'arrache-pied la politique d'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, paradoxalement, on ne pouvait pas s'afficher avec les Sud-Africains. Mais pour ce travail, pour lequel le président a été mis en selle, un peu à la demande des autorités américaines et du président George Bush, le père, parce qu'il y a 2 George Bush là-bas. Il y a eu le président, le père, et puis il y a eu le fils après. Mais là, il s'agissait du père, qui avait sollicité du président Chirac, qui connaissait bien l'Afrique, peut-être mieux que lui, de lui conseiller un chef d'État qui pouvait les accompagner dans le travail de la recherche de la stabilité en Afrique australe, parce que eux-mêmes les Américains estimaient que ça leur coûtait déjà énormément cher. Et le président Chirac, lui, avait conseillé le président Denis Sassou Nguesso. Et pour ce faire, le président m'avait chargé de ce travail. Donc, pour ce faire, nous sommes allés plusieurs fois dans la clandestinité absolue, à Johannesburg et à Pretoria et à Cape Town,
rencontré les autorités sud-africaines. Nous avons travaillé au rapprochement des autorités angolaises avec les autorités sud-africaines, des autorités cubaines avec les autorités sud-africaines aussi. Et finalement, nous avons amené toute cette tendance-là ici à Brazzaville. Et c'était une très, très, très grande retrouvaille ici où pratiquement le monde, toutes les puissances s'étaient retrouvées ici. Vos collègues de la presse internationale étaient vraiment nombreux ici et a été signé le protocole de Brazzaville, donc qui a ouvert la voie aux négociations de New York et qui ont abouti aussi aux accords de New York et qui ont permis l'application de la résolution 437 des Nations Unies qui traitait de l'indépendance de la Namibie. Et puis bon, et toute la suite, c'est l'arrivée de la paix et la stabilité en Afrique australe, la fin de la guerre dans le sud de l'Angola, l'indépendance de la Namibie, le retrait des troupes cubaines d'Angola, parce que c'était une équation difficile. Et puis bon, finalement, la paix dans toute cette zone de l'Afrique australe. C'est donc les accords de Brazzaville, prélude aux accords de New York, qui ont motivé mon livre, que j'ai écrit un peu par devoir de mémoire et de vérité. Parce que la plupart des gens qui ont fait ce travail avec nous, surtout les étrangers, bon, ils ont écrit des livres, ils ont sorti des films, mais nous avons constaté qu'ils avaient quelque peu minoré, quelque peu édulcoré l'action du président et le rôle du Congo. Donc, nous avons dû écrire un peu quelque chose pour rétablir un peu la vérité. Nous pouvons dire que par cet ouvrage, vous avez raconté avec toute modestie ce que vous avez entendu, vu et noté. Oui, ce que j'ai entrepris, ce que nous avons entrepris, ce que j'ai entendu et noté, mais c'était un vaste travail. Ça m'a amené presque un peu partout dans le monde entier. Pour commencer ce travail, on est d'abord allé à Paris, ensuite à Washington, ensuite à Lisbonne, ensuite à La Havane. Donc vraiment, on a entendu beaucoup de choses et fait énormément de choses. Mais je peux dire que ce qui est écrit là, comme chaque fois que nous parlons de ces questions-là, on marche comme sur des œufs, parce que mais c'est peut-être bon, le tiers de ce qui pouvait être dit dans l'ensemble. Mais nous avons quand même parcouru cet ouvrage, c'est le retracement des exploits glorieux et même de risques, monsieur le ministre d'État. Les risques? Bon, oui, qui ne risque rien à rien. Donc, c'était oui, il y avait... parce qu'à certaines époques, il était même question, bon, heureusement ou malheureusement, ça s'était pas fait comme ça, puisque je devais même aller au siège de Savimbi à Jamba. Donc, c'était quand même, pour un Congolais se retrouver dans le siège de Savimbi à Jamba, c'était quand même un risque, mais au dernier moment, ça s'est procédé autrement. Lui-même, il a pensé que c'était pas très sécurisant pour lui de recevoir un Congolais très ami à l'Angola dans son fief. Ah bon, mais donc le contact a fini par avoir lieu ailleurs, en Afrique du Sud. Pas avec lui-même, mais avec ses collaborateurs. Donc, vous voyez, donc il y avait des fois où on prenait quelques risques comme ça. Bon, déjà, le fait d'être tout le temps dans l'avion, c'est déjà un risque. Exactement. Dans le temps, quand quelqu'un montait dans l'avion, il y en a qui faisaient déjà un testament. Donc, mais moi, je me suis retrouvé dans les avions de jour comme de nuit, le plus souvent tout seul.
bon, c'était quand même des risques, mais bon, on était aussi jeunes, hein, on avait encore un peu l'audace, mais peut-être avec le recul, ça peut être difficile. Excellence, Monsieur le ministre, en écrivant ce livre en 2015, vous aviez précédé les événements qui, aujourd'hui, n'épargnent pas l'Afrique tout entière en termes d'insécurité. Pourquoi avoir attendu pour faire l'écho de cet ouvrage? Et si, aujourd'hui, l'on vous demandait de le réécrire, sous quel angle vous le feriez? Bon, je dois vous dire d'emblée, avant de répondre concrètement à votre question, que ces négociations se sont déroulées sur fond de tension et de susceptibilité. Parce que à plusieurs reprises, elles ont failli capoter. Parce que tantôt c'est les Angolais qui se rebuffaient un peu, qui claquaient la porte, tantôt c'est les Sud-Africains, tantôt c'est les Cubains. C'était sur fond de susceptibilité. Et la consigne que j'ai du président Denis Sassou Nguesso, c'est que quand on parle de ces questions-là, on doit marcher comme sur des œufs. Parce que même après plusieurs années, une incartade quelconque peut remettre beaucoup de choses en cause. Donc, si je dois réécrire, bon, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai écrit le tiers, donc ce que je pouvais dire de toutes ces choses-là. Si je dois écrire, ce sera avec les mêmes précautions. Je saurai jusqu'où aller et où ne pas aller. Mais déjà, l'ouvrage lui-même est en train de faire du chemin parce qu'il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez suivi, j'étais à Pretoria où les amis sud-africains ont décidé de traduire ce livre en anglais. Donc je suis allé à leur invitation pour sa publication. Et il est même question, parce que d'autres ont demandé que ce soit fait aussi en portugais, en espagnol, etc. Donc ça va... Bon, si je dois écrire un deuxième tome, bon, ce sera avec les mêmes précautions, mais il y a encore beaucoup à dire. Mais pour le moment, je m'arrête là. Monsieur le ministre, il y a une question qui me vient en tête. Mais à cette époque-là, vous occupiez de quelle fonction pour faire ce genre de mission délicate? Est-ce qu'il y a, c'est vrai qu'il y avait aussi le ministre des Affaires étrangères qui pouvait aussi faire ça à votre place. Oui, mais je vous ai dit que le président, quand il a été consulté pour faire ce travail, il m'a fait la confiance de me responsabiliser au premier échelon de ce travail. J'étais colonel à cette époque, j'étais directeur général de la police et directeur de la sécurité présidentielle. C'était les fonctions que j'occupais dans ce pays. J'étais donc conseiller du président en matière de sécurité. D'ailleurs, lui-même, quand il parlait aux émissaires du président Chirac, qui sont venus lui porter le message du président Bush, il avait dit, bon, voici mon homme dans ce dossier. Pour le moment, j'en fais une question de sécurité et non pas une question de diplomatie. Donc, lui, il s'occupe de ma sécurité, je vous le confie. Mais partout où vous l'amènerez, il faut qu'il revienne ici. Alors, donc, c'est lui qui a estimé qu'il fallait commencer à traiter cette question d'abord au plan de la sécurité. Et puis, je crois 3 ans plus tard, il m'a demandé d'introduire le ministre des Affaires étrangères, paix à son âme, notre regretté frère, grand frère, le ministre Antoine Dingaoba, et que j'ai amené toujours à cette époque dans la clandestinité en Afrique du Sud. On est allé rencontrer le président Peter Botha à Pretoria, plutôt à Cape Town. Il siégeait à Cape Town. Nous sommes allés le voir, il nous a reçus, on a eu un entretien de plus de 2 heures. Et c'est là où il avait marqué sa disponibilité. Il a dit que vraiment cette affaire-là, il voulait s'en débarrasser. Il comptait sur le président Sassou pour
l'accompagner dans ce travail. Il avait essayé plusieurs autres chefs d'État avant, ça n'avait pas volé haut. Bon, en tout cas, il a marqué sa disponibilité et nous avons collaboré sérieusement. Donc, c'est pas moi qui ai choisi que ce soit la sécurité, mais c'est les orientations du président, les instructions que j'ai reçues. Mais après, j'avais passé le témoin au ministre des Affaires étrangères et nous avons mené la suite du travail conjointement jusqu'à la signature des accords de Brazzaville. Ok, Excellence, Monsieur le ministre d'État, nous changeons de chapitre à présent. Nous allons parler actualité, mois de la femme, mois de mars. Mais 19 ans depuis que vous êtes à la tête du département des industries minières et de la géologie, quel regard avez-vous à l'endroit de la femme congolaise en général et celle qui évolue au sein de votre ministère en particulier? Si j'avais su qu'on allait parler de ça, j'allais organiser le rassemblement pour que vous voyez la proportion de femmes qu'il y a dans l'effectif du ministère des Mines, ministère des Mines et de la Géologie. Et nous avons plusieurs femmes et des hauts cadres même qui occupent des postes clés. Et je pense à un seul exemple, la directrice du BEC, c'est-à-dire le Bureau d'études et évaluation des substances précieuses, Madame Service, elle s'appelle comme ça, Service. C'est une dame, elle est chimiste, c'est un très bon cadre. Et avec elle, il y en a beaucoup d'autres. Chez nous, de toute façon, nous avons des instructions pour travailler dans un ratio bien déterminé entre les hommes et les femmes. Donc, ce n'est pas seulement les Nations Unies qui ont instruit ça, mais chez nous ici, le président veille à ce que la femme congolaise soit vraiment responsabilisée. Mais ici au ministère des Mines, comme partout ailleurs, j'ai un regard très positif du rendement des femmes qui travaillent aux côtés des hommes ici. Et je suis totalement satisfait de leur travail. Et c'est de plus en plus, on s'égale, hein, il n'y a plus trop de différence. Il y a pas... Donc, pour tout dire, il y a un nombre important de femmes au ministère des Mines et à tous les échelons de responsabilité, il y a des femmes. Et ça se passe très bien avec les femmes. Celles qui sont responsabilisées s'acquittent correctement de leurs devoirs. Et donc vous pouvez être fiers de votre année. Restons toujours dans ce département des industries minières et de la géologie, Monsieur le ministre d'État. Que peut-on mettre à votre actif en termes d'innovation et, je pense, réforme? Au plan économique, dans le pays, nous avons entrepris de grandes réformes dans tous les secteurs. Mais ici au mines, il y en a celle qu'on peut commenter facilement, c'est la révision du code minier. Notre code date de 2005 et par rapport à l'évolution de l'activité, parce que l'activité minière au Congo apparaît comme une activité jeune, hein, parce que ce n'était pas une activité vraiment très, très en vue. Mais depuis quelque temps, elle a pris une envergure qui la met vraiment en exergue à la surface qui est devenu l'un des leviers, des principaux leviers de la diversification de l'économie. Et il y a eu donc la nécessité pour nous, d'ailleurs sur instigation des partenaires financiers internationaux comme le FMI, la BAD, la Banque mondiale, qui ont pensé que notre code méritait d'être révisé pour être mis
au même niveau que l'évolution de l'activité. Et puis, nous sommes donc en pleine révision du code minier. D'ailleurs, les travaux sont presque à terme. Je crois qu'au moment où je parle, il doit être à la Cour suprême maintenant pour être comparé avec sa légitimité, sa légalité avec la Constitution. Et puis, il va poursuivre son chemin du côté du Parlement. Donc, d'ici la fin de l'année, nous allons doter notre pays d'un nouveau code minier. Et puis, la conséquence d'un code comme ça, c'est qu'il y aura des textes d'application. Comme c'est une loi, il y aura plusieurs autres textes réglementaires d'application et qui constitueront aussi également des réformes, secteur par secteur. Donc, nous sommes en pleine ébullition en cette matière. Oui, Excellence, quelle est la part qu'occupe aujourd'hui le secteur minier dans le budget national congolais et quel est son impact sur le vécu du citoyen congolais? Pas grand-chose encore. Modestement et humblement, je dois avouer que pas grand-chose encore, mais les perspectives sont très bonnes. Et nous avons de grands projets miniers. Vous savez que pour amener un projet minier à terme, donc de la prospection jusqu'à la production, jusqu'à la commercialisation, c'est généralement pas moins de 15 ans. Généralement. Bon, il faut aussi compter, comme c'est une activité qui est souvent menée par des partenaires, c'est pas toujours sur fonds propres du Congo, mais c'est des partenaires qui amènent leurs investissements et leur intelligence. Et en tenant aussi compte du cours, les fluctuations des cours de matières premières sur le marché, qui ne dépendent pas de nous. Donc, parfois, un projet avance et puis il connaît un coup d'arrêt parce que le cours a baissé ou a chuté. Il n'y a pas longtemps, nous avons connu ça dans le cours du fer, par exemple. Le fer était à environ 200 tonnes, $200 la tonne, et il a chuté jusqu'à $30 la tonne. Donc, quand c'est comme ça, les gens ne mettent plus leur argent, l'activité stagne un peu, est au ralenti, la conséquence, c'est les licenciements, c'est un peu de malaise social. Bon, donc, un projet pour atteindre la maturité, ça demande beaucoup de temps. Alors, l'activité minière, j'ai dit qu'elle paraît jeune, mais elle est assise sur des perspectives que nous pouvons estimer heureuses, mais il faut vraiment mouiller le maillot. Et peut-être, pardon? Approximativement, après combien de temps? Après combien de temps? Bon, nous avons quand même déjà à notre actif une usine qui produit et qui exporte dans le cuivre. Mais au moment où on parle, nous avons au moins 4 projets qui sont en phase d'atteindre la maturité, d'entrer en production, dans le fer, dans le potasse et encore dans le cuivre. Donc, s'il n'y a pas un crash, parce que ça aussi c'est une donnée qu'il ne faut pas minimiser, qu'il ne faut pas négliger, si tout continue d'être comme maintenant, peut-être que d'ici 3-4 ans, nous aurons quelques autres activités qui entreront en production et en ce moment-là, nous pourrons parler concrètement de l'apport de l'activité minière au PIB de notre pays. En vous entendant, nous faisons déjà une idée sur la réponse sur cette question, mais on aimerait bien savoir quelle est la contribution du secteur minier dans le PIB du pays en termes de pourcentage. Je crois que cette question, il faut la laisser aux perspectives. Parce que aujourd'hui, sans fausse modestie, je dirais 0%. Parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau de production, on n'a pas encore commencé à produire. Bon, 0%, c'est une façon de parler, puisque nous avons quand même une usine qui produit et qui exporte, mais c'est
c'est encore dérisoire. Laissez-nous encore le temps et prenons rendez-vous peut-être dans 5 ans. Alors, votre mot de la fin, monsieur le ministre d'État? Oh, le mot de la fin. Bon, je vous remercie parce que lorsque vous nous donnez l'occasion de parler comme ça, de nous exprimer, bon, cela nous booste aussi. Donc, je vous remercie pour ce soutien. Si ça peut être appelé comme ça. Je pense que nous aurons l'occasion de parler encore, Pour le moment, mon latin n'est pas très fort, mon français. Hein, parce que je n'ai pas encore grand-chose à dire du point de vue de l'activité dont je suis chargé au sein de notre équipe gouvernementale, mais nous allons encore mouiller le maillot et prions aussi, parce qu'il y a ça aussi, pour que la situation reste ce qu'elle est à peu près aujourd'hui, au plan des cours mondiaux des matières premières. Et comme ça, peut-être que d'ici quelques années, nous allons parler avec beaucoup plus d'assurance et répondre aux différentes questions que vous m'avez posées et pour lesquelles j'ai balbutié aujourd'hui. Mais dans quelques années, mon débit va être un peu plus fort parce que je pense qu'on aura fait quelques prouesses. Et puis, bon, comme c'est le mois de la femme, j'en profite pour vous souhaiter bon mois. Merci. Hein, à vous les femmes, parce que là aujourd'hui l'interview c'est seulement les femmes. Donc, bonne fête. Ça dure tout le mois, non? Toute l'année. Toute l'année? Oui. Ah bon? Oui. Toute l'année? C'est toute l'année. Ah, donc nous on a même plus de fêtes pour nous aussi. Bon, donc voilà, donc bonne fête et je vous donne rendez-vous à une autre occasion et je vous remercie pour m'avoir accordé cette opportunité de parler un peu de mon département et puis de ce qui jusque-là était comme des petits secrets qui se trouvent dans mon livre. Cette activité qui a été menée dans le secret et dont tout le monde ne connaît pas, que tout le monde ne connaît pas bien. Mais au fur et à mesure que nous en parlons, peut-être que on va la vulgariser et pour tout cela, je vous remercie infiniment. C'est un plaisir, monsieur le ministre, de vous recevoir dans ce plateau spécial de grande interview. Voilà ce qui met fin à ce grand plateau de grande interview. Nous avions reçu le ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie, monsieur Pierre Oba. Il est ministre d'État de la République du Congo. Grand merci également à toute l'équipe. Là, nous voyons Christian Ngoma, José Kayembe, Marlène Dépôt, Coco Ngobe, Nadine Gombo, Jolie Kitumwa et les autres. Au revoir.